Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute! Et si certaines migraines, douleurs cervicales ou dorsales, troubles digestifs, articulaires, gynécologiques, une hypersensibilité ou encore une dépression cachaient en réalité une maladie de Lyme. Pendant plus de 15 ans, Leslie vit avec ces symptômes handicapants sans aucun diagnostic. Et les tests concernant Lyme sont négatifs. Mais alors qu'elle contracte le Covid, tout bascule. Les symptômes deviennent alors invivables. Sur le plan psychique, c'est la dégringolade. Dépersonnalisation, perte de repères, troubles de la perception du temps et de la réalité. J'ai dû arrêter ma vie, me confie-t-elle. Son couple s'effondre, celui de ses parents aussi. À ce moment-là, elle n'a plus d'ancrage. Si ce n'est 2 figures précieuses, une médecin généraliste et une maman aussi touchée que soutenante. Et puis lentement, Leslie se reconstruit. Portée par une force de vie qui ne s'est jamais totalement tue. Le couple parental se réinvente aussi. Comme si parfois, il fallait que tout explose pour permettre une recomposition plus juste au sein d'un système. Aujourd'hui, certains traitements apaisent enfin ces symptômes. Et c'est une Leslie lumineuse, habitée par une sagesse forgée que je reçois. Elle porte en elle un message d'espoir, pour elle, et pour toutes celles et ceux qui traversent l'invisible. Hello Leslie. Salut Tamara. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va plutôt bien. J'ai une belle énergie. Je suis en forme, j'ai le moral. Donc voilà, je peux dire que globalement, ça va. Et toi, comment tu vas? Écoute, pas trop mal aussi. Le moral va super bien en ce moment. Et donc, même quand les symptômes sont méga forts, comme là, avec les changements de température drastiques, les règles, tout ce combo pas très sexy pour les malades chroniques, ça m'aide quand même à tenir le coup différemment, je dirais. C'est tout aussi intense, mais il y a une part de moi qui le prend avec plus de légèreté, je dirais. Voilà. Alors toi, Leslie, tu vis avec la maladie de Lyme depuis longtemps, sans même l'avoir su au départ. Entre migraines, douleurs cervicales, hypersensibilité et symptômes digestifs, articulaires, gynécologiques et plein d'autres que tu nous nommeras aussi après, tu as dû t'adapter à un quotidien bien loin de celui que tu aurais imaginé. Et puis, il y a 2 ans, tout a basculé après avoir attrapé le Covid. Tes symptômes sont devenus si virulents qu'ils t'ont coupé du monde, au point d'impacter ta vie sociale et professionnelle.
Tu consultes maintenant un spécialiste en Alsace et tu mènes un véritable travail à plein temps sur ta santé. Tu as vécu des moments de force et d'espoir, mais aussi des rechutes. Peut-être que c'est même le cas actuellement, tu nous le diras après, ou au contraire. À travers cette interview, tu as envie de partager ce parcours, d'expliquer à quel point la maladie de Lyme est complexe et peu comprise, et de témoigner de la détermination que tu gardes malgré tout. Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne la force de continuer ce chemin? Alors déjà, je dirais que de savoir la pathologie qui nous met dans cet état fait que on sait où on va, donc on peut avancer, ce qui est pour moi la base. Et puis depuis peu, justement, d'avoir rencontré un professionnel qui lui-même a été malade en fait de la maladie de Lyme, de voir que malgré la difficulté et l'incompréhension des symptômes, il y a des solutions qui marchent. Et puis, je pense que j'ai plutôt une hargne de vivre, donc j'ai envie d'avancer et je j'ai pas envie que ma vie s'arrête à là, donc tout simplement j'avance. Voilà. Comme je l'ai nommé juste avant, tu vis avec la maladie de Lyme depuis longtemps, mais tu le savais pas. Est-ce que tu peux développer cet aspect-là? Oui, alors donc quand j'étais plus jeune, alors déjà j'ai toujours été dans la forêt, dans la campagne, j'étais cavalière, j'ai beaucoup voyagé aussi à l'étranger, donc voilà, j'ai été exposée, on va dire, à des risques de piqûres d'insectes divers. Mais il y en a une particulièrement qui m'a marquée, c'est une piqûre que j'ai eue dans le dos quand j'avais 12 ans. Et en fait, la tique était très grosse. Bref, à l'époque, on ne donnait pas d'antibiotiques. Donc voilà, j'ai enlevé cette bestiole et puis j'ai continué à vivre avec. J'ai pas du tout eu d'érythème, donc pas de traitement, tout ça. Et puis, j'ai toujours eu des symptômes euh, handicapants mais vivables, mais voilà, qui m'ont toujours mis dans un inconfort. Et puis petit à petit, avec les menstruations, la vie qui avance, le stress qui commence à s'installer dans la vie, mes symptômes ont commencé à augmenter. Et en fait, jamais personne ne m'a, enfin, notamment pour les problèmes de dos en fait, qui étaient les plus récurrents, et les dépressions, on m'a jamais dit peut-être que c'est bactérien en fait. Donc, donc voilà. C'est sûr que c'est pas le premier réflexe quand il y a des douleurs de dos ou de la Mm. dépression d'aller voir du côté des bactéries. Mais alors du coup, à quel moment de ton parcours il y a eu un diagnostic? Comment ça s'est fait tout ça? Alors, je précise quand même que j'ai plusieurs fois fait des tests en France quand même pour vérifier la maladie de Lyme. J'ai toujours été négative. Aujourd'hui encore, je suis négative. Et il a fallu attendre que j'attrape le Covid et que là, en fait, les symptômes deviennent. Enfin, ça a été vraiment une tempête affreuse, enfin, d'une violence inouïe. J'ai dû en fait arrêter ma vie. J'ai eu une dépersonnalisation. J'ai commencé à être physique, psychique. Euh, et puis là, j'ai commencé en fait à investiguer pour savoir, parce qu'on pensait que c'était un Covid long. Et puis, une fois que je suis allée dans les centres de Covid long, j'ai pas du tout cru à ça et j'ai eu la chance d'être bien accompagnée par la suite. Tu parles de dépersonnalisation. Est-ce que tu peux définir ce que c'est aux auditeurs et auditrices? Oui, alors en fait, en tout cas pour moi, c'est vraiment une sensation que je sais plus si j'existe, si le monde extérieur existe. Il y a vraiment une question de, euh, c'est un mélange entre
des visions étranges de la réalité, du temps. Voilà, c'est très déstabilisant comme symptôme. Quand on sait ce que c'est déjà compliqué. Quand on ne sait pas ce que c'est vraiment très très compliqué. Enfin, on a l'impression qu'on est en train de devenir complètement fou. Donc voilà, c'est ça. Et tu as donc cette prise en charge en clinique pour Covid long et ça résonne pas, c'est ça? Alors non, ça résonne pas. Alors j'ai quand même dû attendre 6 mois avant de pouvoir avoir accès à ce centre. Donc c'est-à-dire que pendant 6 mois, je savais pas du tout ce que c'était. Et puis du coup, entre-temps, j'ai eu les résultats de la maladie de Lyme. Donc je suis allée au centre Covid long en sachant que j'étais atteinte de la maladie de Lyme. Et pour eux, en fait, ça n'existait pas. Et puis ça, rien, il n'y a pas eu de suite en fait. Même en tant que Covid long, en fait, on m'a absolument rien proposé à part des antidépresseurs et un parcours d'électro. Je sais plus exactement le nom, mais c'est des courants électriques pour le cerveau que bien évidemment j'ai refusé. Voilà. Au Covid long, on t'a dit que la maladie de Lyme n'existait pas? Voilà, on m'a dit non mais c'est pas le moment de parler de ça, c'est déjà trop compliqué. Enfin voilà, il n'y avait pas question d'investiguer dans ce sens-là, quoi. À ce moment-là, tu es incomprise par tout le monde ou seulement par le réseau médical? Est-ce que ta famille aussi, tes amis, ton entourage, parce que tu vis vraiment une période d'intensification des symptômes, Mm. euh, qui sont tes repères à ce moment-là? Qui te soutient? À ce moment-là, c'est mon médecin généraliste qui est mon plus grand soutien parce que elle a une vraie connaissance de la maladie de Lyme et du coup, elle a toujours agi en fonction de mes besoins. Elle m'a toujours écoutée. Donc voilà, elle a commencé à me proposer plusieurs choses. Donc je dirais que elle, ça a été vraiment mon pilier de départ. J'étais assez seule à ce moment-là. Mes parents étaient en Haute-Savoie, donc j'avais un soutien familial, mais plutôt à distance. Et puis à ce moment-là, j'étais en couple, mais je peux pas dire que j'avais un soutien moral ni physique d'ailleurs de ce côté-là. Donc voilà, je dirais que mon médecin généraliste et mes parents ont été un grand soutien. Et cette médecin, donc, elle s'y connaît bien dans la maladie de Lyme, mais elle t'a quand même renvoyé vers un spécialiste? Oui, alors elle, en fait, elle m'a proposé un panel de choses. Alors, étant donné que c'est chronique chez moi et installé depuis longtemps, l'antibiothérapie, on l'a pas fait. Et heureusement parce que au vu des réactions que j'ai aujourd'hui avec des plantes, j'ose même pas imaginer avec l'antibiothérapie. Et puis voilà, elle m'a proposé un panel de choses et puis après c'est très personnel comme parcours puisqu'on n'est pas dans le cadre médical classique, il n'y a pas de suivi donc je dirais qu'on est assez autonome. Voilà. Mais c'était déjà énorme de l'avoir elle et de pouvoir parler de choses complètement dingues en fait. Est-ce que tu veux nous donner un peu des exemples, les propositions de ce qu'elle t'a fait? Oui, alors déjà, j'avais des douleurs qui étaient très fortes, donc le but pour elle, c'était de retirer ça. Donc on a essayé plusieurs d'homéopathie qui ont parfois marché, parfois non. J'ai essayé la fasciathérapie, j'ai essayé déjà des premiers traitements pour commencer à retirer la charge bactérienne. Bon, la douleur, c'est très compliqué à gérer dans la maladie de Lyme. C'est un coup de chance où, enfin, ça marche pas. Donc, bon, il a fallu du temps pour ça. Mais en tout cas, voilà, elle m'a vraiment proposé des choses comme la méditation,
Euh, Elle m'a envoyé des choses pour que je puisse me renseigner, en fait, pour être un peu plus autonome dans mes démarches. Ok, donc ça, c'était un peu la première étape. Et ensuite, il y a quand même eu un passage chez un spécialiste. Oui, alors après, j'ai trouvé une spécialiste sur Genève euh, qui m'a prise en charge pendant une dizaine de mois et ça n'a pas du tout marché. Donc, c'était de la naturopathie. Et bon, c'était extrêmement cher déjà la consultation et puis les traitements. Mais j'ai vraiment pas eu de résultats. Euh, donc j'ai décidé d'arrêter avec elle. Et puis euh, une connaissance de ma mère a été suivie par un spécialiste qui a travaillé dans les cliniques en Allemagne et qui aujourd'hui pratique en France par visioconsultation. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui et en fait, lui a tout de suite cerné pourquoi les traitements marchaient pas. Bon, lui, il est. Alors, les deux spécialistes que j'ai vus, je précise, ont été malades et sont encore malades de la maladie de Lyme. Je pense que c'est nécessaire pour une vraie prise en charge. Et donc voilà, aujourd'hui, là, ça va faire plus d'un an que je suis avec ce médecin. Et là, je vois vraiment une différence. Voilà, aujourd'hui, j'aurais jamais pu discuter avec toi comme on le fait là. C'est intéressant parce que même si on sait que c'est des maladies invisibles et Dieu sait combien je milite pour ça, personnellement, je vois une différence chez toi de la dernière fois où on s'est rencontrés au mois de mai hors antenne pour se rencontrer et discuter de l'interview et aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a vraiment été modifié, je trouve, dans l'énergie que tu dégages. Et c'est incroyable. Alors, des fois, c'est traître, parce qu'on peut dégager une énergie tout à fait. On peut sembler être en pleine forme alors que c'est pas le cas. Mais en tout cas, là, ça a l'air de coller avec ton discours. Donc, je trouve ça chouette aussi. Oui, du coup, je suis capable d'aligner quelques mots ensemble et de pas avoir, par exemple, de crise de panique parce qu'on est en train de discuter. Donc, effectivement, il y a une très très belle évolution et voilà. Bon, c'est des traitements qui sont très difficiles à supporter. Cet été, j'ai eu, là, je suis en train de me remettre d'une crise de herx, on appelle ça, où j'ai fait une surcharge de toxines. C'est voilà, un empoisonnement, quoi. Donc après ce fameux mois de mai, effectivement, ça a été difficile et là, je remonte la pente. Donc je pense que effectivement, les traitements marchent. Je pense que quand on est malade aussi et qu'on a des moments de bien-être, et je mets des gros guillemets sur le bien-être parce que c'est trouver du confort dans une situation qui est franchement terrible à vivre. Mais quand on revient de plus pouvoir bouger de son lit, à même voir à plus pouvoir voir personne tellement c'est angoissant que franchement après ça la vie elle est belle quoi. Alors du coup, tu attires notre curiosité. Quelles sont les forces de traitement qui t'ont été proposées et qui font qu'aujourd'hui, il semble y avoir du mieux? Oui, alors la première naturopathe qui m'a suivie, donc qui était, je précise quand même médecin infectiologue aussi, m'avait seulement donné un traitement pour traiter la bactérie. Lui, il fonctionne différemment, c'est-à-dire que en fait, la maladie de Lyme, donc c'est une maladie qui est bactérienne, qui réveille des virus, à laquelle sont associées d'autres pathologies comme le SIBO. Et donc, il se trouve que j'ai un SIBO et donc une quantité assez importante de bactéries dans les intestins. Et vu que c'est le premier émonctoire, enfin vraiment le dernier, le plus important, si on traite pas le SIBO, on peut pas traiter la maladie de Lyme. Donc, j'ai fait une première phase de traitement spécifique au SIBO, qui est un antibactérien ciblé, mais qui travaille aussi forcément sur les bactéries diverses de la maladie de Lyme, beaucoup moins ciblé sur moi, par exemple, c'est présent au niveau beaucoup du cerveau, des nerfs, tout ça. Donc, ce traitement-là pénètre pas
je dirais, assez en profondeur pour dégager ça, mais il nettoie vraiment les intestins. Et une fois que cette charge de bactéries a diminué, on peut vraiment accéder au traitement spécifique des bactéries, des virus, des champignons associés à cette maladie. Et donc, j'ai commencé ce traitement-là. Et en fait, en l'espace de 4 mois, bon, c'était très, très difficile. Ça secoue énormément. On fait des réactions de Jarisch, Alzheimer, enfin, moi, en tout cas, en permanence. Le corps. Alors oui, les réactions de Jarisch, Alzheimer, c'est des réactions que les malades ont quand ils commencent à se soigner. C'est-à-dire qu'il y a une charge de toxines qui est beaucoup trop importante pour le corps. Et donc, suivant les gabarits et les capacités de chacun à éliminer, ça peut être même assez grave. Donc, ça me fait juste rebondir. C'est pour ça aussi que des fois, la question des détox est assez complexe, notamment chez les personnes malades chroniques, où tout à coup, en fait, ça peut apporter tellement de toxines d'un coup que ça peut créer des symptômes, voire d'autres maladies extrêmement violentes. Donc, c'est hyper important d'être accompagné. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu des choses que les gens pratiquent comme ça chez eux et les conséquences peuvent être importantes. Ouais, effectivement, c'est bien de le noter parce que moi, j'ai justement écouté beaucoup de gens qui me disaient oui, il faut drainer, drainer, drainer. Sauf qu'en fait, quand le corps, quand le foie et les intestins sont déjà surchargés et qu'on commence à faire du brossage lymphatique, prendre des compléments pour le foie, en fait, on vient remplir les bassines qui sont déjà en train de déborder et c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça qu'effectivement, comme tu le dis, c'est un sujet complexe. Voilà. En tout cas, pour les gens normaux, j'imagine que voilà, c'est des rituels à faire voilà dans son quotidien. Mais quand on est malade, il faut faire très attention avec ça. C'est ça. Et du coup, maintenant, j'ai perdu le fil de ce qu'on disait avant. Mais du coup, il y a eu cette réaction, en fait, ces réactions, tu disais. Oui. Est-ce que tu veux donc, est-ce que pour toi, tu avais terminé? Du coup, j'ai perdu le fil aussi. Et là, pour le rattraper, ça va être compliqué. Et ben voilà, quand il y a deux malades chroniques avec des troubles cognitifs qui se rencontrent sur une interview, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je voulais aussi faire une petite parenthèse parce que tu parlais du SIBO. C'est une maladie avec laquelle je vis aussi et j'aime bien juste prendre 2 secondes pour en parler parce que c'est une maladie qui n'est pas rare mais qui est extrêmement sous-diagnostiquée. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont diagnostic d'un syndrome de l'intestin irritable. Alors, il y en a clairement, voilà, mais c'est discutable des fois. Mais il y a ce SIBO qui est aussi une maladie donc, de l'intestin grêle. Donc, on a une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle et ça crée énormément de symptômes que ont beaucoup de gens actuellement, des intolérances alimentaires, des gaz, des ballonnements, des diarrhées, de la constipation, des nausées, des vomissements. Enfin voilà, simplement une petite parenthèse pour dire que c'est une maladie qui est assez commune, mais peu de gens le savent aujourd'hui parce qu'il y a très très peu de praticiens aussi qui proposent ce diagnostic, enfin qui proposent en tout cas d'aller au diagnostic et le seul diagnostic possible aujourd'hui, outil de diagnostic, c'est le test de gaz expiré. Donc je pense que tu l'avais fait probablement ce test. Alors moi, mon médecin, il ne me l'a pas fait pratiquer. J'ai failli le faire de moi-même, mais en fait, lui, simplement en écoutant mes symptômes, a décrété qu'il fallait qu'on passe par là. Ouais. Et au vu des réactions que j'ai eues, je pense qu'il a visé assez juste. Donc, mais effectivement, il n'y a que ce test, en tout cas factuel, qui existe pour ça. Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter justement la suite alors des traitements avec ce médecin? Comment aujourd'hui tu en es en fait avec tout ça? Oui. Alors aujourd'hui, je suis en train de reprendre le traitement du SIBO parce que justement, j'ai fait une overdose de bactéries mortes cet été, donc ça m'a
ça m'a un peu, comment dire, voilà, je faisais 45 kilos, ça a été assez catastrophique. Donc, du coup, on a arrêté ce traitement-là pour se remettre sur le SIBO. Et là, à la fin du mois, maintenant que je suis forte, prête et vraiment en forme pour réattaquer ce traitement, je reprends à la fin du mois. Donc là, en fait, c'est pas du tout éparpillé. Je dirais, c'est pas des huiles essentielles, c'est pas des trucs à prendre à droite à gauche. C'est un laboratoire en Angleterre qui propose des compléments à base de plantes déjà préparées, à large spectre ou plus ciblées. Et donc voilà, j'ai juste ça à prendre et à prendre du charbon le soir pour détoxifier, mais pas plus. Et voilà, et c'est ça le traitement. Après, en parallèle, le traitement de l'âme, voilà, il faut faire. En tout cas, moi, j'essaye de faire du sauna euh, en détox, mais pas plus. Voilà. Donc, Pour toi, c'est prometteur, ce traitement? oui, oui, complètement. J'y crois. Je reviens de tellement loin en fait que je constate et comme toi, tu l'as constaté aussi, et mes proches voient la différence, quoi, qui est juste dingue. Euh, mais c'est vrai que c'est la maladie chronique, c'est un ensemble de choses à venir travailler. C'est la pathologie à découvrir, à traiter sur un plan médical, mais je dirais, c'est aussi l'occasion d'aller travailler sur soi, sur voilà plusieurs piliers pour vraiment se structurer et avancer, quoi. Donc, sur quel autre pilier tu as travaillé? Alors j'ai fait un gros travail en psycho. Donc avec beaucoup de dialogues, j'ai fait aussi de la kinésio. Je me suis essayée à pas mal de choses au début en pensant naïvement que euh, c'était peut-être un trauma qui bloquait et qui pouvait voilà qui pouvait être débloqué et débloquer tout ça, quoi. Parce qu'on n'y croit pas vraiment au début, c'est tellement hallucinant. Donc, en fait, en voulant me sortir de ça, j'ai finalement travaillé sur moi. Et aujourd'hui, je le fais plus en conscience aussi, où voilà, je sais que c'est pas en claquant des doigts que ça va arriver, mais euh, aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus qu'une thérapeute, et c'est une femme qui travaille en énergétique. Alors, c'est assez surprenant parce que j'étais pas du tout pour. Enfin, c'est vraiment. J'en ai vu beaucoup. J'ai été assez déçue des résultats. Là, je dirais elle fait vraiment un travail qui est très complet et qui a des vrais bénéfices sur moi. Donc voilà, j'ai trouvé ma perle rare. Je la garde, je ne m'éparpille plus à aller à gauche, à droite. Mais je précise quand même que un travail psychologique, ça reste nécessaire. Hmm. J'aime bien quand tu parles du fait que tu as trouvé ta perle rare. Mmh. J'ai l'impression que malheureusement, quand on tombe malade, on a tellement peu d'alliés autour de nous, dans le réseau médical et plus large, qu'en fait, on passe un temps énorme à chercher des lieux, des espaces, des personnes de guérison. Et c'est un moment de tourisme total parce que personne n'est vraiment là pour nous accompagner, qui prend une énergie folle et surtout dans toute Mmh. la déception que ça amène. En fait, espoir, déception. Moi, je me souviens d'une période où c'était tout le temps ça, l'espoir de OK, cette personne, j'ai pas encore essayé, on m'a dit que c'était incroyable. Mmh. Et puis après, vraiment, cette colère de se dire, mais qu'est-ce que j'ai encore foutu là-bas? Ça n'a rien changé et limite, ça a juste volé mon argent et mon énergie. Et quand on trouve cette perle rare, alors des fois, ça prend énormément de temps, mais tout d'un coup, il y a vraiment quelque chose qui s'épure autour. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de courir partout. Moi, je vis ça aussi en allant justement à Annecy 2 fois par semaine pour rééquilibrer le système nerveux. Et j'ai réalisé tout d'un coup à quel point, en sentant ces améliorations si énormes, et ben en fait, le reste s'en va. Complètement. Et c'est beau ça, se dire en fait, il y a un moment donné où on peut trouver quelqu'un et on n'a plus besoin de brasser cet air autour. Les perles rares existent.
Elles existent. Et elles sont toutes différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode miracle. Tu vois, toi, c'est la méthode Cartan. Moi, c'est une personne en énergétique qui fait un travail, qui marche sur moi. Et ma sœur y a été, ça marche pas du tout pour elle. Enfin, elle vibre pas du tout pour ça, quoi. C'est ça, c'est que Donc, il en existe pas une, mais plein en fonction des personnes. c'est Et ça ça. veut pas dire qu'on doit pas avoir un réseau quand même qui est plus élargi. Tout comme toi, moi j'ai un suivi psy, thérapeutique qui est extrêmement essentiel aussi. Mais c'est juste que voilà, dans la question de la guérison, on court plus partout et ça fait du bien quand il y a quelque chose qui se pose aussi à ce niveau-là. Ah, mais c'est ça, il y a vraiment, en fait, et je dirais que hormis la maladie chronique, je pense que même euh, chaque personne devrait avoir des personnes et des lieux ressources comme ça dans sa vie. Un peu cette sensation d'être comme à la maison et de savoir que là, en fait, voilà, on sait et on croit en ce qu'on fait et du coup, je pense que ça décuple encore plus les effets. Surtout aujourd'hui qu'on est tellement, tu parles de comme à la maison, on est toujours en dehors de la maison, on est sollicité en dehors, il y a du stress pour n'importe quelle personne lambda, pas que les personnes malades chroniques. Et en effet, ces espaces cocon ressources deviennent essentiels. Ah ouais, complètement. Tu nommais tout à l'heure du fait que tu as eu très peu de soutien de ton conjoint lorsque les symptômes se sont amplifiés. Comment tu as vécu cette non-présence, voire ce rejet dans cette période qui était déjà extrêmement fragilisante pour toi? Au début, je comprenais pas. Et puis après, j'ai vu que c'était du rejet, clairement. Donc, c'est très douloureux parce que finalement, on essaye de mettre encore plus d'énergie à faire croire à l'autre qu'on n'est pas du tout malade, mais ça marche pas en fait, puisque c'est voilà, c'est là, c'est présent en nous, c'est avec nous, c'est quotidien du matin au soir. Mais voilà, en tout cas, dans mon histoire, la maladie a pris une place qui était plus importante que ma propre personne. Je dirais que mon double maléfique a pris plus de place et mon conjoint, il a pas, il a pas su, il a pas pu gérer ça. Donc on s'est séparés il y a un an. Et c'est très bien puisque en fait, si on n'est pas dans une relation saine, équilibrée et avec un soutien, ça marche pas non plus la guérison, quoi. Lors de ta séparation, tu m'as confié hors antenne que tu étais enceinte. Oui. Et tu as choisi d'avorter. Alors, j'imagine qu'on n'a pas forcément envie de garder un bébé en pleine séparation. Et quand bien même, c'est pas là la question. Il y a quelque chose qui s'est étendu par rapport à la maladie dans ce choix de l'avortement. Oui, bien Est-ce sûr. que tu peux expliquer pourquoi? Alors, c'est vrai que quand j'ai vu le test de grossesse, je me suis dit, ah oui, en fait, je pourrais être maman. Donc, ça a été une prise de conscience. Et puis, le retour de bâton derrière, ça a été, en fait, même si tu as envie d'être maman, ça va être compliqué parce que déjà, porter un enfant avec des symptômes comme ça, c'est extrêmement compliqué. J'avais des symptômes qui étaient mais 1000 fois pires en début de grossesse. Et surtout, c'est une maladie qui est transmissible à l'enfant. Donc, il était hors de question pour moi, en sachant ça, de mettre un enfant au monde condamné d'avance, même s'il y a des traitements et des choses qui sont tout à fait possibles à mettre en place. Moi, pour moi, c'était pas concevable. Et évidemment, encore moins dans un couple en perdition, quoi. Où là, je me disais, comment si il ne peut pas s'occuper de moi, il va s'occuper d'un enfant. Donc voilà. Comment tu vois aujourd'hui une projection de la maternité, s'il y en a? Alors, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans la maternité pour plein de raisons. Déjà, parce que je suis malade. Ensuite, parce qu'on vit dans un monde assez particulier.
Euh, donc, voilà, pour l'instant, j'ai du mal à me projeter. Il faut de toute façon que j'attende d'être asymptomatique totale pour pouvoir envisager ça. Et il me reste à peu près 4 ans de traitement. Donc, d'ici là, j'aurai 35 ans. Sûrement la limite, en tout cas ma limite à moi pour avoir des enfants. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me projeter, mais je dirais que si les conditions sont bonnes, que je suis en bonne santé, que voilà, j'ai une personne en qui j'ai confiance, je me laisserai aller à ce que la vie m'amène aussi. C'est important que tu dises justement ta limite à toi parce que c'est vrai que aujourd'hui, ces limites, elles changent pour toute personne et toute femme. J'en parlais encore l'autre jour avec une amie et je lui disais, moi, d'imaginer faire un deuxième enfant à 40 ans, c'est OK. Alors que je sais que pour d'autres femmes, c'est inenvisageable. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est intéressant de savoir que c'est ta limite. Et tu parlais du traitement qui va durer encore 4 ans. Alors ça, c'est quelque chose que tu n'as pas évoqué précédemment. Mm, Tu peux nous expliquer? Oui, du coup, c'est vrai qu'on a fait une année un peu test avec mon médecin. Et récemment, on a pu discuter un peu d'une projection, enfin d'une vision, on va dire long terme, d'un plan d'action sur les prochaines années. Et pour ce qui me concerne moi, voilà, j'ai quelque chose qui est quand même assez profond et ancré. Donc, il m'a dit d'ici 3 à 4 ans maximum, on devrait en avoir fini. Voilà. Waouh. Et sans séquelles. Donc, Ça donne c'est un peu les très frissons. encourageant. Ouais, 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 carrément. J'ai Ça, jamais été aussi pressée. ce que je trouve fou, c'est un peu ce... Est-ce que c'est un paradoxe? Je suis pas sûre que c'est le bon terme. Quelque part, nous, quand on nous dit dans 3 4 ans, il y a des possibles, tu seras possiblement en réémission, c'est un truc de dingue, tellement c'est beau. Alors que c'est difficilement entendable des fois, soit par des personnes valides, ou même par nous, des fois, au début dans la maladie, où on se dit non, Mm. mais je veux un remède miracle et que ça s'arrête maintenant. Et puis, Ah, complètement, ouais. ça me fait penser, parce que toi, justement, tu as trouvé maintenant des alliés, des traitements qui te conviennent, et moi aussi, et c'est des traitements qui prennent à peu près le même temps. La méthode Cartan que je fais pour le système nerveux, la personne que j'ai rencontrée m'a dit dès le départ, toi, tu en auras probablement pour 4 ans. C'est beaucoup moins pour d'autres personnes, ça peut durer 6 mois, 1 an, mais j'étais là, mais je m'en fiche en fait. Ça veut dire que dans 4 ans, je peux aller beaucoup mieux que ce que je Ouais, suis là maintenant, mais c'est incroyable. Et ça montre aussi que le temps de guérison, quand il peut être là, il est long. Et c'est important, c'est pas pour amener du négatif dans tout ce qu'on raconte, mais c'est juste pour ouvrir les yeux là-dessus, en fait. C'est mm, qu'aujourd'hui, soi-même, la société, tout le monde attend un temps de guérison rapide. On voit aussi au travail. Quand on tombe malade, c'est voilà, ça fait 3 mois que tu es en arrêt, c'est bon, ça va pas donner le tour. Enfin voilà, le temps de guérison, il prend un temps fou quand il est possible. Et c'est important de le rappeler aussi. c'est vrai. Oui, oui, c'est en fait, déjà la maladie chronique, c'est une maladie qui est profonde et installée. Donc, il y a du boulot à faire là-dessus. Et puis, c'est vraiment euh, un temps. Enfin, voilà, c'est vraiment un temps pour soi. Et je pense que 4 ans, en fait, quand on est malade, l'espace-temps, il change complètement, tu vois. Tu te dis, waouh, en fait, j'ai une solution, mais 4 ans dans tout ça, en fait, c'est rien, quoi. Hmm, Et c'est vrai au début qu'on veut la pilule magique, hein, bien sûr. Et c'est légitime. tout à fait. Tu me racontais hors antenne que le diagnostic a eu un impact hyper fort dans ta famille. Il y a eu vraiment le soutien à 100% de ta maman et, à ce que j'ai compris, un rejet de la part de ton père. Alors, je pense que, comment dire, mon père, en fait, les gens ne voient pas, donc les gens ne comprennent pas. Et c'est vrai que je pense que j'ai une tendance à aussi la joie de vivre, qui fait que ça masque encore plus la maladie. Et je pense que lui voilà, ne laisse pas rentrer il y a beaucoup de gens qui laissent pas rentrer la maladie chez eux, quoi.
Donc lui, ça a été le cas. Et ma maman, par contre, elle a vraiment été à l'écoute. Elle m'a envoyée chez les médecins. Enfin, elle m'a accompagnée même chez les médecins, tout ça. Et puis, alors là, je fais une petite parenthèse aussi, c'est que donc il y a eu un gros clash dans la famille cette année. Alors je dirais pas que c'est ma faute, mais voilà, c'est vrai que ça concernait la maladie, le fait que je me sépare de mon conjoint et que je dois retourner chez mes parents. Donc tout ça a fait que voilà, il y a eu des conflits qui sont aujourd'hui réglés, donc c'était plutôt un mal pour un bien. Mais ça a été très révélateur aussi cet été pour ma mère, qui en fait a eu une charge mentale tellement énorme entre son boulot, la séparation, le fait d'avoir une fille malade. Elle a vraiment fait un burn-out et elle s'est retrouvée dans des situations de troubles cognitifs, de fatigue intense, de dépression en fait. Et là, elle m'a dit très récemment, j'ai enfin compris ce que tu vivais et il y a rien de pire que de pas être compris par les autres. Ça me fait monter une émotion. Ah ouais, c'est assez incroyable d'entendre ça. Moi aussi, j'ai des frissons qui... Et ça, c'est la plus belle phrase qu'on m'ait sortie, en fait. Waouh. Et voilà. Cette reconnaissance, elle est inestimable. Vraiment. Tes parents se sont séparés alors que tu es tombée malade? Oui. Est-ce que ça a été une sorte de révélateur? Oui, très. La maladie, c'est un révélateur dans beaucoup, beaucoup de choses de toute façon. Mais oui, ça a révélé beaucoup de choses sur beaucoup d'aspects. Et ça a été assez intense et formateur comme expérience pour tout le monde. Bon, aujourd'hui, mes parents sont de nouveau ensemble. Ils partent en vacances ensemble. Moi, mais pendant ce laps de temps-là, j'ai fait un gros boulot aussi thérapeutique. Donc voilà, je dirais que je suis en paix aujourd'hui avec tout ça. Et puis je sais que je dois être un petit peu égoïste et penser à moi parce que j'ai un gros boulot à faire. Donc voilà, mais tout est apaisé et c'est assez fluide aujourd'hui. Au niveau professionnel, tu as dû t'arrêter? Oui. Et j'ai en souvenir qu'en janvier, tu as fait une demande MDPH. Où ça en est? Alors, j'ai fait une demande MDPH qui a été refusée. Alors, ils m'ont donné un statut de travailleur handicapé, ce qui est totalement absurde puisque je ne peux pas du tout travailler, et une carte de transport. Alors, quand on est agoraphobe, on ne prend pas les transports en commun. Donc, c'était vraiment deux validations complètement à côté de la plaque. Je me suis même demandé s'ils ne se foutaient pas de moi. Donc, j'ai fait une contestation avec une psychiatre, enfin la psychiatre qui me suit et mon médecin généraliste. Malheureusement, je peux pas apporter plus de preuves que ça puisque tout est invisible avec la maladie de Lyme, autant aux IRM que dans le sang, que voilà. Donc, on est plutôt obligé de jouer sur des symptômes. Et donc, j'ai envoyé ma contestation en août et je n'ai toujours pas de réponse. Très bien, c'est tout à fait révélateur de leur très parlant. De traiter les dossiers. Voilà. Comment tu vois la suite par rapport à ça? Je te pose la question parce que c'est un sujet qui est quand même extrêmement anxiogène. Très. Très, ouais, parce que au bout d'un moment... Alors, moi, aujourd'hui, je vis avec le RSA. Heureusement que j'ai ça. Mais ça me permet pas du tout de vivre, sachant que mes traitements sont pas pris en charge et qu'ils sont très chers. Et que le coût de la vie est de toute façon important pour tout le monde. Donc, c'est vrai que je me suis pas fait de plan encore sur une possible, un possible nouveau refus. Donc, c'est vrai que je suis un peu en stand-by là. En fait, je n'imagine pas que ça ne puisse pas marcher.
Très bien. Voilà. Je pense que c'est hyper bien de fonctionner comme ça. Voilà, je me dis de toute façon, là, ça peut pas, en fait, c'est pas possible autrement, donc ça va marcher. Ça me fait rire parce que oui, je pense qu'il y a des cerveaux qui sont calibrés de cette manière-là. Peut-être pas pour tous les sujets, mais qui sont là. Non, mais c'est même pas une possibilité que ça ne marche pas. Ouais, voilà, c'est Et moi, ça. il y a beaucoup de sujets où je suis comme ça aussi. Puis les gens, ils sont là, oui, mais si, mais si, mais si. Et je suis là, non, mais ça va marcher. Ouais, ouais. Ça donne de la force en réalité Oui, de et pouvoir puis penser comme ça ça. enlève aussi une charge mentale qui est énorme de se dire, déjà, tu te demandes comment tu vas payer tes traitements, il y a tous tes symptômes. Si en plus tu te dis, oh my God, si ça marche pas encore cette fois, et que nanana, non, ok, c'est bon, ça va le faire. Qu'est-ce que tu imagines pour ta vie future allons aller au hasard dans 4 ans. Dans 4 ans, eh ben, qu'est-ce que j'imagine? J'imagine faire la fête. J'avoue que j'ai très très envie de danser. Ça me manque énormément de pouvoir voilà me déhancher sur la piste, de pouvoir discuter avec des gens, de pouvoir être vraiment dans l'expression de la joie en fait que je pense que j'ai au fond de moi. Et puis, j'aimerais beaucoup le fait de pas avoir travaillé et de pas travailler depuis quand même 3 ans maintenant me donne envie de construire une carrière professionnelle, euh, je dirais vraiment adaptée à mes besoins, aux besoins des autres aussi. Voilà, ça a changé un petit peu ma vision de qu'est-ce que j'ai envie de faire pour vivre. Donc voilà, je suis un peu dans cette idée de voilà de joie de vivre, je vois beaucoup de gens autour de moi, d'amitié, de voyage, voilà, de construction professionnelle et pourquoi pas un bébé, je ne sais pas. Magnifique. Moi, j'arrive gentiment sur mes 2 questions de fin. Leslie, est-ce que toi, avant ça, tu as envie de rajouter quelque chose, un sujet sur le bout de la langue qu'il faudra pas qu'il s'échappe? Alors, j'aimerais juste euh, dire à toutes les personnes, alors évidemment là dans le sujet de la maladie de Lyme, à toutes les personnes qui ont cette maladie de Lyme ou qui doutent de pouvoir avoir la maladie de Lyme, de vraiment jamais baisser les bras sur les diagnostics, de s'écouter avant tout, euh, parce qu'il y a des solutions en fait. Il y a toujours une solution. Voilà. Alors, tu as anticipé ma question. Qu'est-ce que tu dirais à l'entourage des personnes qui ont la maladie de Lyme? Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est une vraie éducation du prendre soin, en fait, qui devrait être instaurée depuis la tendre enfance de chaque personne. Mais je leur dirais de croire en la personne concernée parce que, en fait, il n'y a pas de cinéma possible. C'est voilà, chaque personne a envie de vivre sa vie. Hein, si on dit pas qu'on est malade parce qu'on a la flemme, on dit pas qu'on est malade ou qu'on a mal parce que on veut pas, voilà, ceci ou cela. Voilà, en fait, les gens ont globalement envie d'être heureux et de vivre. Donc voilà, je dirais que être à l'écoute, déjà juste écouter, euh, ne pas juger et rechercher, aider à rechercher des informations et éventuellement des thérapeutes pour la personne concernée. Voilà. Quel super pouvoir la maladie t'a amené? Waouh. Alors, je pense que j'ai le super pouvoir euh, j'ai vraiment mes sens qui sont décuplés. Alors, ça peut être très difficile des fois, mais en tout cas, ça permet vraiment euh, d'exploiter une hypersensibilité, une vision du monde beaucoup plus belle, beaucoup plus fine. Je dirais que
le café du matin, il a une saveur mais 1000 fois meilleure que celle d'il y a 10 ans. Et puis, je pense le super pouvoir de l'écoute aussi, de pouvoir voir quand les gens vont mal, quand les gens ont besoin d'aide, d'écoute, des super pouvoirs comme ça. Magnifique. Merci beaucoup, Leslie, pour ton témoignage. Merci à toi pour ton accueil. Coucou Tamara, bon je te fais un petit message pour te dire que j'avais beaucoup apprécié de faire cette petite interview avec toi. Voilà, j'espère que tu vas bien et voilà, j'avais envie de te partager une bonne nouvelle que je viens d'avoir ce soir. Du coup, j'ai une réponse de la MDPH d'Annecy et ils ont fait évoluer leur décision et donc j'ai enfin le droit à cette reconnaissance et à l'allocation d'adultes handicapés. Voilà, j'aurais presque les larmes aux yeux. Mais voilà, j'avais envie de te partager ça. Donc voilà, on peut garder espoir pour la maladie invisible et chronique. Les choses avancent, faut se battre, mais voilà, le changement est possible et je trouve que c'est un beau message d'espoir. En tout cas, je t'embrasse bien fort et je te souhaite une très belle soirée. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.